À votre retraite, assis dans votre chaise berçante avec vos petits-enfants sur vos genoux, quelle histoire allez-vous leur raconter lorsqu'ils vous demanderont, avec toute l'admiration du monde dans leurs grands yeux, Grand-papa, raconte-moi ta vie. Grand-maman, parle-moi de toi. Et sachez que vous ne pourrez pas éviter d'y répondre en mentionnant simplement que vous avez eu une vie comme tout le monde, une vie ordinaire. Les enfants ne jugent pas et savent instinctivement que chaque personne est une histoire à raconter. Bonjour Lucie, Bonjour, comment ça va? ça va super bien. T'es comme mon bonbon de la semaine, je suis super content. On n'est que lundi et déjà je me récompense avec une superbe entrevue. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, j'ai eu la chance de rencontrer cette pétillante personne il y a presque un an, jour pour jour, au Salon de l'Éveil à Boucherville, une de mes premières sorties en public sous l'égide du gardien de phare. Et Lucie s'est présentée à mon kiosque. On a eu la chance de discuter à bâton rompu parce qu'il y avait quand même du monde, ça bougeait un Ouais, peu. Tu m'avais fait le cadeau de faire l'acquisition de mes 2 livres. c'est un cadeau pour moi, mais bon. Et puis après ça, ben c'est ça, on ne s'est pas vraiment recroisés et la vie a fait que par la magie du web, nos routes se sont croisées à nouveau. Tu m'as invité à faire une courte entrevue avec toi la semaine dernière, alors j'ai la chance de te recevoir à mon tour. La série d'entrevues qu'on poursuit avec toi aujourd'hui, elle s'intitule Sortir de l'ombre et briller. Alors, on a eu Sortir de l'ombre et briller en avançant vers ses rêves, en n'arrêtant jamais de rêver, en se choisissant, en sortant des sentiers battus. Et là, les gens qui nous regardent et qui le voient très bien à ta bouille sympathique, ils peuvent pas, ils n'ont aucune idée de où on va aller ensemble. Mais toi, en fait, le thème dont on a jasé, c'est Sortir de l'ombre et briller sans souffrir. Ouais, parce que c'est possible. Manifestement, c'est possible parce qu'on le voit. Par contre, quand on parle d'un thème comme celui-là, celui de la souffrance, et qu'on dit que c'est possible de le faire et qu'on a le goût de partager aux gens que c'est possible de le faire, bien, ça implique que tu as eu la chance d'expérimenter et de marcher sur cette route, sur ce sentier, j'imagine. Oui. Puis là, je vais aller loin. Je vais dire même que la souffrance pourrait être un choix d'une certaine manière, comme le choix justement de se choisir puis d'en sortir. Fait que tout le temps, dans le fond, le principe de base, c'est que l'humain, ben, on est bien dans notre zone de confort, en fait. Fait Ouais. qu'on va ressentir des choses, tout ça. Mais quand on va souffrir, c'est là qu'on va réagir puis on va aller améliorer une situation. Fait qu'il faut comme qu'il y ait de la souffrance pour qu'on s'occupe de quelque chose. Sinon, on va rester dans notre zone de confort puis on laisse aller les choses. Fait que donc, moi, ce que je dis, c'est qu'avant de se rendre à la souffrance, on peut comme aller se réaligner. Fait que si on est alerte puis qu'on prend des temps de recul, des temps en écrivant, ça peut être en écrivant, mais ça peut être aussi en faisant de la méditation, en prenant le temps pour nous, en se mettant en avant dans notre vie, bien, on peut vraiment aller éviter cette souffrance-là. OK. Là, tu ne peux pas en parler si tu l'as évité. Alors, évidemment, c'est quelque chose que tu as. Écoute, honnêtement, on l'a tous expérimenté, la souffrance, chacun dans nos zones, dans nos définitions de la chose. Est un parcours qui est vraiment intriguant aussi, là. Alors, pour le bénéfice des gens qui nous regardent, est-ce que tu peux nous parler de toi un tout petit peu rapidement, là? Alors, d'où tu viens, euh, où la vie t'a apporté et pourquoi aujourd'hui on parle de ce thème-là ensemble? Oui, mais je vais commencer par te dire que, mettons, tu sais, oui, il y a eu des endroits dans ma vie où j'ai vraiment terriblement souffert, mais qu'il y avait tout le temps plus encore. C'est que même si nous, on pense que c'est notre fond de baril, il y aurait pu avoir la possibilité quand même d'aller encore plus profond. Fait que, tu sais, il y a tout le temps. Fait que ce qu'on considère comme notre fond de baril, bien, on dit souvent qu'il a fallu toucher le fond pour pouvoir remonter, mais dans le fond, il aurait pu avoir la décision aussi d'aller encore plus bas. Fait que dans le fond, je peux vous parler de mon fond de baril.
aujourd'hui. Alors, on va parler de fond de baril ensemble. Oui, non, c'est ça. Alors, et puis toi, honnêtement, j'ai hâte de voir parce que moi, j'ai toujours dit que j'étais dans ma zone. En fait, c'était quasiment une zone de confort pour moi que de me retrouver au fond du baril parce que je sais que quand j'ai les deux pieds dans le fond, je peux me pousser vers la Exact. surface. Mais de savoir qu'on pouvait aller dans le plancher, tu vois, j'y ai jamais pensé, puis je ne suis pas sûr que j'ai le goût d'essayer. Non, c'est ça. Mais dans le fond, quand tu considérais que tu étais dans le fond, à ce moment-là, tu as décidé que tu étais dans le fond, puis tu pouvais remonter. Mais dans le fond, tu avais la décision aussi d'aller encore avoir plus de souffrance pour finalement pouvoir réagir, en fait. Fait que c'est toujours un choix. Alors là, il n'y a pas de musique thème, mais on entendrait. Alors, parlons du fond de baril à Lucie. Non, c'est ça. Fait que je ramène ça à moi. Dans le fond, moi, j'étais une personne qui a vécu des choses dans son enfance que, de par ma perception, ça m'a mis comme une espèce de carapace au niveau du ressenti. Donc, je ressentais pas grand-chose, en fait. Quand j'ai fait mes études en technique policière et on me disait à l'école, ben, tu pourrais-tu montrer plus d'empathie envers les victimes? Des choses comme ça. Alors que finalement, je suis comme en pâte, hein? Oui, oui, mais c'était complètement bloqué. En fait, je m'étais surprotégée. Plus tard, quand j'ai rencontré une psychiatre plus tard, à 34 ans, là, elle m'a vraiment dit, ben, tu étais en stress post-traumatique à partir de ton enfance. Maintenant, tu es guérie parce que quand les émotions ont popé, ben, ça a popé vraiment beaucoup parce que finalement, j'ai eu un diagnostic de bipolarité. Mais fait, moi, dans le fond, ma bipolarité, c'est vraiment mon éveil à être qui je suis, en fait. Pour moi. Mais post-traumatique depuis ton enfance, c'est ça? Oui, j'étais en espèce de stress post-traumatique depuis mon enfance. Ouais. Wow! Oui. Fait que dans le fond, moi, je voyais des situations, je voyais des problèmes. Moi, je fonçais, mais je ne ressentais pas. Fait que, tu sais, j'ai eu, dans la police des événements que j'ai vécu, que j'ai pas été les sentir à l'intérieur de moi. C'était comme tout le temps, tout à l'extérieur. Puis, anyway, je me sentais, là, comme dans un tank, en fait. Comme si rien ne pouvait m'atteindre. Mais en fait, en dedans, j'étais très, très frêle, très petite, très amochée. Quand j'ai ouvert le tank, j'avais comme tout à construire parce que j'étais personne d'une certaine manière. J'étais complètement frêle, complètement. J'avais aucune idée qui j'étais. J'avais peur de qui j'allais découvrir. Puis si la personne à l'intérieur, je ne l'aimais pas, qu'est-ce que j'allais faire? Parce que, je n'aimais pas la personne que j'étais parce que c'était pas moi. Mais j'avais tellement peur de pas. Qu'est-ce que j'aurais pu faire si j'aurais pas aimé cette personne-là qui était à l'intérieur du tank, Je la connaissais pas. Du tout, du tout. Et juste à quel âge? En fait, quand tu dis j'ai ouvert le tank, j'ai ouvert les portes, 2013. Fait que ça fait dans la trentaine, là, entre 30 et 34, 35. C'est là que j'ai touché mon gros fond de baril, là, en fait. Que j'ai commencé à ouvrir aux émotions. Puis, tu sais, je dis que c'est pas... c'est un fond de baril, mais aussi, il y a eu des émotions positives. Tu sais, il y a eu la première fois aussi où j'ai ressenti la gratitude. C'était pas quelque chose que je connaissais. Ça a été comme un raz de marée. Il a fallu que je me fasse coacher pour savoir c'était quoi cette affaire-là. Je ne comprenais pas, complètement pas c'était quoi. J'avais des frissons, puis j'avais pleuré pour du positif. Donc, écoute, ça n'existait pas là avant. Donc, ça a été beaucoup de hauts et de bas et d'incompréhension, d'essayer de voir de comment fonctionner avec des émotions. C'est comme si j'étais un bébé. Mais là, est-ce qu'il y avait, justement, comme un enfant, il devait y avoir des émotions que tu connaissais, j'imagine la peur ou Oui. Ben, dans le fond, quand j'avais peur, je fonçais. Puis l'émotion que je vivais le plus souvent, c'était comme une espèce de rage intérieure. Fait que beaucoup d'irritabilité dans les comportements, d'impression d'être persécuté, de réactions offensives, beaucoup, parce que, tu sais, quand tu penses que tu es tout le temps attaqué d'un bord puis de l'autre, ben, tu réagis de cette manière-là beaucoup. Fait que beaucoup de colère,
de rage, l'impression de ne pas être comprise. C'était pas mal ça, ma vie avant. Là, ouais. Et en dessous de tout ça se trouvait la petite Lucie qu'on a devant nous, qui est souriante, Ouais. qui est sympathique, qui est ouverte aux gens, qui... Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais Et là- elle ne savait pas. Fait que le livre s'appelle La vie d'une autre. Hein? Mais elle est, en fait, c'est là où je voulais m'en aller, parce que là, c'est ça, tu as écrit dans les derniers mois. Tu as commencé à écrire à quel moment? En août de 2020. Et là, on est au mois de février, presque mars 2021. Alors, ça a été Ouais. quand même rapide. C'était quelque chose qui était nouveau ou tu le portais depuis longtemps puis ça attendait juste de se manifester? Je savais qu'il fallait que j'écrive mon livre, mais je ne savais pas comment. Puis ça, puis mettons, l'année d'avant, je l'avais en tête qu'il fallait que j'écrive, mais je ne savais pas comment. Fait que dans le fond, en janvier, j'avais pris la décision parce que dans mon horaire, il fallait quand même que je le fitte d'une certaine manière. Donc, en janvier, j'avais décidé, bon, ben, je commence à écrire en août. Je le planifie dans mon année comme tel. Fait qu'en août, le 1er août, j'ai commencé à écrire. Wow. Ouais, c'est comme ça. Il faut le faire comme ça, sinon on le fait jamais, là. Oh oui, ben oui, effectivement. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est pas mal plus rapide que ça a été sur mon côté. Je suis super content pour toi. Tu sais. Et là, quand tu dis qu'il fallait que tu fasses ça dans ton. Juste parce que là, on a fait un grand saut dans le temps, mais alors, tu as fait ta technique policière. As-tu pratiqué? As-tu été policière? Oui, j'ai été policière 1 an à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Par la suite, j'ai été congédiée 1 an après, là, juste avant d'être syndiquée. Fait que j'ai quitté, puis là, j'ai parti des compagnies dans le domaine des communications avec une amie avec qui je jouais au volleyball. Elle m'a permis d'apprendre la vente, quelque chose que je ne savais pas. Elle m'a appris à m'habiller, à me maquiller, quelle couleur qui fitait avec. Tu sais, je ne savais rien de la vie, là. j'avais 22 ans, là. Donc, c'est ça. Et c'est ça, on a parti des compagnies. Puis finalement, on a séparé nos compagnies quelques années après. Et je suis rentrée dans les Forces canadiennes alors que j'avais 25 ans. Ouais, comme policière militaire. Et pourquoi, Pourquoi? pourquoi le retour, hein? Ben, j'avais commencé des études en criminaux. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je ne me voyais pas faire ce métier-là parce que ça a été quand même une grosse descente de salaire. Fait que je voulais comme peut-être retourner quand même dans le domaine qui a rapport au crime, encore la police, tout ça. Le but, c'était que je finisse mes études en criminaux aussi dans les Forces canadiennes. Fait que c'est ça que j'aurais aimé faire tout en étant policière. Ben finalement, ça ne s'est pas avéré à être exactement ça qui se passe, mais bon, c'est ça la vie. Hein? Fait que finalement, j'ai pas terminé, j'ai fait juste un certificat en criminaux et je suis allée faire des études en administration sécurité publique. C'est avec l'UQTR, l'Université du Québec à Trois-Rivières, pour vraiment devenir comme gestionnaire de poste de police comme tel. Puis, ouais. Ouais, fait que j'ai fait ça, mais dans les forces, finalement, c'est ça, c'était difficile de faire fitter les cours avec les chiffres de travail, puis les temps qu'il fallait que je me déplace à Trois-Rivières parce que j'étais attachée à la base de Saint-Jean à ce moment-là. Fait que c'était très complexe à gérer. Fait que, tu sais, puis je me suis promenée j'ai fait beaucoup de tâches aussi, là. J'ai été aux enquêtes. J'ai été comme commis pendant un petit bout. Je me suis occupée des achats pendant un autre bout. J'étais policière communautaire, j'étais chef de relève. J'ai été déployée en Libye. Fait que un 7 ans très, très occupé, je vous dirais. 7 ans. Et tu m'as dit 25 ans. Alors, c'est de 25 Ouais. à début trentaine. Oui, exactement. Et là, pendant ce temps-là, il n'est pas question de famille, j'imagine. Est-ce que c'était conciliable? Non, Non, pas hein? encore. Non, c'est ça. J'ai rencontré le papa des enfants alors que j'étais en Libye, par Internet. Ben ouais. Tu sais, l'art de rien faire comme les autres, c'est superbe. Et lui, Non, c'est ça. est-ce qu'il est québécois? Oui, oui, il demeurait ici à Saint-Jean, à 5 minutes de chez nous. Puis moi, j'étais en Libye, puis on s'est rencontrés, puis on a commencé à jaser. On a jasé un mois, en fait, ensemble.
Puis quand je suis revenue ici au Québec, là, c'est comme si on se connaissait. Ça faisait un mois qu'on jasait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ensemble. Fait que ça a comme parti comme ça. Super simple. Ouais. Fait Bon, que ben, là, drôle. quelques années plus tard, on se mariait. On a eu Nathan, mon plus vieux, qui a maintenant 6 ans. Et c'est ça, fait qu'on s'est mariés. Puis suite à ça, moi, j'ai donné ma démission des forces parce que je me voyais plus faire ça. Ça faisait déjà une couple de fois que j'alignais des descentes d'humeur, on peut dire ça, des genres de surmenage ou burn-out ou dépression, appelez ça comme vous voulez. Là. Parce que là, il n'y avait pas le diagnostic dont tu nous as Non, parlé tantôt de bipolarité, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Je n'avais pas encore de diagnostic. C'est juste un moment, en fait, après mon tour, là, quand je suis revenue, peut-être moins d'un an après, tu sais, je me rappelle d'un moment précis où j'étais à la salle des enquêtes. Là, tu sais, j'étais à mon bureau, puis je pleurais, je pleurais, je pleurais, puis j'étais pas capable d'aligner 2, 3 mots. Puis je comprenais juste pas pourquoi. J'étais plus complètement incapable de fonctionner. Ouais. Mais tu as été forte en tabarouette de réussir à traverser, en fait, la technique policière. Après ça, ben, tu sais, le démarrage, entreprise, entrepreneuriat, revenir dans les forces après. Tout ça en dépit de quelque chose que tu ne connaissais pas, là. Alors, Non, c'est ça. J'avais pour réussir aucune à te idée. maintenir à flot, c'était intense, ça devait être épuisant en tabarouette par certains. Ça ne devait pas tout le temps être facile, là. Ben, je vous dirais que j'avais pas le temps pour ça. Tu sais, j'étais Ah. vraiment focusée sur l'objectif de performance. Je me poussais, j'avais pas le droit à l'erreur. C'était vraiment. Puis, tu sais, je vivais pas toutes ces émotions-là. Fait que, tu sais, Hmm. ça m'assaillait pas. J'avais pas à gérer ça à ce moment-là, comme tel. Je gérais de la colère, là. Mais sinon, ça allait presque bien. Écoute. Et là, ton livre, tu as dit tantôt qu'il s'appelait La vie d'une autre. Ouais. À partir de quand c'est devenu ta vie? Fait que c'est vraiment le bout de la gratitude qui a fait que, OK, j'ai commencé à vivre. Oui, là, je me suis fait coacher suite à ça parce qu'il fallait que j'accepte c'était quoi, il fallait que je comprenne beaucoup. Il fallait que ce soit comme super cartésien. Hein? Essayer de gérer l'émotion de manière cartésienne beaucoup. Il fallait que je comprenne, c'était de l'inconnu, je n'étais pas à l'aise avec ça. Ben, tu sais, je pense que c'est là parce qu'à la minute où j'ai commencé à vivre vraiment des choses. Oui, il y a eu des bouts très, très bas, là, on s'entend, mais que vraiment, j'ai accepté de commencer à exister, en fait. À partir en fait, de cette, ouais, Oui, de cette la émotion gratitude. de gratitude-là. Parce que, tu sais, c'est dur d'aller identifier le moment exact. Euh, parce que, tu sais, il y a eu du survivre aussi, puis il y a eu du vivre, puis il y a eu de l'épanouissement, puis là, ben, je suis comme, tu sais, je peux dire que je maîtrise mes pensées, que je maîtrise mon environnement, que je suis vraiment ailleurs, là. Ouais. Et le livre pendant le 6 mois, mais en fait, tu as commencé en février, tu as terminé quand? Tu as commencé en Fin août? janvier, finalement, qu'on a finalisé les petites affaires. Là, il est en correction d'orthographe. OK, alors ça veut dire qu'en fait, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et mettons, genre en 6 mois, là. Mhm. Le 6 mois, maintenant que tu étais beaucoup plus alerte au niveau de tes émotions, tout ça, quand tu t'es revisité, est-ce que tu as revécu différemment les épisodes? Ça a été quelque chose. Ça, Hmm. ça a été vraiment quelque chose. Euh, j'ai, euh, j'ai trouvé ça super intéressant de vivre ce processus-là. J'ai vraiment. Il y a même des bouts où je me disais, oh non, là tu es en train de retomber dans les vieux patterns. Comme si le fait de te replonger dedans fasse en sorte que là, tu traînes après dans la maison. Là, je sais pas si ça t'a fait ça quand tu as écrit le mais moi, ça a fait ça. Fait que j'étais comme, là, il fallait que je me ramène puis je me recadre, là, parce que j'étais comme, ah non, je veux pas ça. Puis, tu sais, des moments d'écriture où tu perds l'écran tellement tu as de larmes. Ça, j'en ai eu aussi beaucoup.
même aux relectures. Je sais que là, quand il va revenir de l'autographe, je vais probablement repleurer encore à certains moments. Mais il y a une belle désensibilisation qui se fait aussi face à ça, qui est vraiment cool, parce qu'on s'entend que maintenant, je ne perds plus mon écran de vue. Là. Ça va. Mais ouais, ben, en fait, tu es désensibilisé à des émotions, mais quand tu les avais vécues live dans ta vie, quand tu disais que tu les avais pas, ça veut dire que tu as découvert ces émotions-là à travers l'écriture de ton livre. Oui. Et là, ben, ça te désensibilise évidemment parce qu'effectivement, quand ça fait 10 fois que tu lis le même paragraphe, à un moment donné, tu fais bon, mais je pense que j'ai compris, puis je peux passer à autre chose, puis laisser aller l'émotion. Oui. Mais ce qui est particulier, c'est en fait, c'est de la découvrir, cette émotion-là, plus tard. Souvent, dans un processus, on écrit parce qu'on veut évacuer une émotion. Ouais. Toi, dans ton cas, tu as écrit et tu as découvert des émotions. Oui, j'en ai découvert, mais aussi, tu sais, mettons, chez la psychiatre, c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappée, tu sais, qu'elle me dise stress post-traumatique, moi, j'étais comme, ben, je comprends pas, là. De quoi tu parles? Puis, tu sais, elle fait, ouais, ben, Lucie, t'as eu peur de mourir. Je suis comme, c'est comme si, dans le fond, je venais de réaliser d'une certaine manière que ça existait, parce que dans ma tête, j'avais pas vécu ça. Moi, je continuais, puis je n'arrêtais pas, mais dans le fond, j'avais quand même eu peur de mourir à plusieurs reprises dans ma vie, puis je ne le voyais pas. Et ça, dès ton jeune âge, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que... Je tiens à dire que c'est une perception qu'on a. Peu importe la personne qui a peur de mourir, ça n'a pas rapport avec les événements nécessairement qu'elle vit. C'est comment qu'elle le perçoit dans sa tête. Oui. Parce que, tu sais, mettons, si on parle, parce que là, on peut parler, mettons, de troubles reliés au stade d'émission. Tu vas en avoir qui va avoir un stress post-traumatique parce que, mettons, ils se sont vraiment fait sauter ou ils ont vraiment eu comme un événement. Puis il y en a qui vont en avoir un parce qu'ils ont entendu des avions, genre, loin, dropper des bombes, tu sais. Mais que ça n'a pas rapport, tu sais, qu'il était zéro en danger. Fait que c'est tout dans la perception qu'on a du danger qu'on vit. Fait que, tu sais, moi, de réaliser que, tu sais, malgré que je m'étais pas, que je m'étais sentie en fait en danger, mais que, tu sais, j'avais pas d'événement marquant où, genre, vraiment, j'avais vécu quelque chose, tu sais, comme vraiment, je m'en rappelais pas nécessairement, là. C'est ça qui m'a vraiment aussi, c'est comme une des prises de conscience que t'as pas, si tu ne poses pas la question vraiment, là. En tout cas, je sais pas si je suis claire. Oh, Pas oui. claire? Ah non, c'est très clair. En fait, là où j'ai peut-être l'air un peu... c'est clair maintenant parce que tu es capable de mettre un mot puis de nommer la chose. Maintenant, dans ta tête de petite Lucie, tu sais... C'est normal. C'est la normalité. C'était non. Mais tes parents, je veux dire, ta famille, ils devaient trouver ça particulier. Quand je leur ai dit que j'avais un stress post-traumatique ou Oui, ben en fait, oui, parce que, ben, je te dis oui, mais c'est parce que, tu sais, j'ai des enfants maintenant, tu sais, puis je suis capable, tu sais, puis là, tu me parles depuis tout à l'heure, puis j'essaie d'imaginer mes enfants, tu sais, et de comprendre comment moi, comme parent, je l'aurais, d'une part, reçu avant de savoir qu'il y avait un diagnostic, ben pas un diagnostic, mais qu'il y avait au moins un mot qui était, tu sais, quand on parle d'un syndrome en fait, un syndrome post-traumatique. C'est une chose. Après ça, la bipolarité, c'en est une autre. Mais avant que ça se soit nommé, c'était le néant pour toi, puis ça ne l'était pas parce que tu ne savais pas qu'il y avait de quoi, mais tes parents, eux, probablement qu'ils étaient sensibles à ce que tu vivais. Oui, ben, ils ont toujours essayé de m'aider comme ils pouvaient aussi. Je dirais que c'est pas la première chose non plus que je suis arrivée en sortant du psychiatre. Hey, maman, je vous confirme, c'est pas ça qui s'est passé. Mais j'ai quand même jasé de ça avec elle. C'est sûr qu'elle ressent beaucoup de peine vis-à-vis de ça. Ça, c'est sûr, parce que tu as comme toute une culpabilité de maman aussi qui pop, là, parce que j'ai des enfants aussi. Hein? Mais tu sais que dans le fond, elle n'est pas responsable non plus de la perception de ce que moi j'ai eu. Là. Ouais. Parce que c'est moi qui a, avec cette perception-là, qui a fait cette maladie-là, si on veut. Fait que tu sais, c'est pas.
faut vraiment qu'elle se détache de ça. Puis, tu sais, en tant que parent, on fait tellement tout ce qu'on peut en fonction de ce qu'on a comme outil, comme moyen au moment présent. Puis, écoutez, là, si vous lisez mon livre, vous allez voir que moi aussi, tu sais, ça n'a pas été facile à un certain moment donné, puis j'ai vraiment fait juste ce que je pouvais. Le livre parle beaucoup, beaucoup de ces espèces de relations mère-fille-là aussi parce que, oui, avec ma mère, puis, toute l'évolution que ça a aussi dans le livre, cette relation-là. Puis on a même un incident aussi avec une petite fille qui s'était suicidée en se pitchant dans un train quand j'étais dans la police et où la mère arrive sur les lieux de l'accident. L'accident, je dis accident. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y a des choses très, très intenses là, sur les relations mère-fille là-dedans, dans ce livre-là. Oh. Ouais. Et tu sais, c'est parce que, en fait, tantôt, tu as nommé technique policière, tu sais, et ma grande fille Héloïse, qui a 16 ans, a fait son inscription au cégep la semaine dernière en technique policière. Cool! Et ça nous a un peu déstabilisés parce qu'Hélo me ressemble, elle a du bagou, elle communique bien, tout ça. Puis quand elle nous l'a annoncé, on a fait ah ouais, vraiment? Technique policière, tu sais. Puis on est allé aux portes ouvertes et là, on a rencontré les étudiants qui nous ont expliqué tu sais, que la police, ça avait changé, que maintenant, on est beaucoup plus en gestion de la détresse que de ce qu'on a vu il y a une couple d'années, tu sais, Oh, de la répression puis tout ça. Alors, je comprends très bien que tu avais le profil à ce moment-là. Puis pourquoi je parle de ça, donc? Ah ben c'est parce qu'en fait, c'est ça, ton parcours me. Puis là, je revoyais ma fille parce qu'en fait, tu n'es pas très grande non plus, tu sais, puis t'es tout petite, puis c'est ça. Oui, mais ça, c'est pas grave parce que c'est tellement un travail de communication, justement. Oui. C'est 99% de la communication là, dans la police. Fait que déjà très jeune, même si tu n'étais pas une empathe, en fait, même si tu n'étais pas nécessairement quelqu'un qui vivait ses émotions, déjà, tu avais à cœur d'aider les autres. Oui, je voulais aider les autres. Je voulais aussi avoir un travail qui n'était pas routinier, tu sais, qui était comme avec. Tu sais, dans la police, tu as des appels qui rentrent. C'est tout le temps variable. C'est sûr que tu as quand même des choses qui reviennent, là, tu sais, des accidents, des appels de détresse, oui, psychologiques, il y en a quand même beaucoup. Des chicanes de famille, des affaires comme ça, il y en a beaucoup aussi. Oui, fait que, ouais. Et là, des forces armées après, est-ce que c'est à partir de là déjà que tu as repris le chemin de l'entrepreneuriat? Oui, en sortant des forces, j'avais déjà mon projet d'entreprise. Fait que j'ai parti la Grenouille verte, qui est un service de couches lavables, parce que j'avais mon premier enfant et j'avais fait un tournant écologique vraiment très beaucoup. Donc, c'est ça, fait qu'on s'est mis à laver des couches lavables. On a, avec le papa des enfants, en fait, on a acheté un building commercial sur une artère à Saint-Jean-sur-Richelieu. Lui, il a parti sa boutique de jeux de société, puis moi, j'ai parti ma boutique écologique, finalement, qui est devenue l'univers écolo, que j'ai vendu en 2018, finalement. Ouais. Oh, wow. Ouais. OK. Alors, on n'est même pas rendu à ton entreprise actuelle, là. Moi qui Non. trouvais que j'avais eu un parcours atypique. Je trouve ça le fun. Et on se retrouve dans la vie, nous autres, les bizarres, tu sais. Et Ouais. il y en a une couple qui nous écoute en ce moment-là. Et Ah, ils ça, se c'est sûr. reconnaissent. Puis ça va leur faire du bien. On t'avait de se partir un groupe. Les OK, alors. 33 jobs. Ouais, ben, tu vois, moi, c'était 24, mon chiffre magique. Ah, J'ai eu à OK. faire le décompte à un moment donné, puis c'est 24. OK. C'est pour ça que j'ai J'ai dû. j'ai pas calculé, vraiment. Ouais, ben, de toute façon, c'est pas un concours rendu là, c'est Non. pas. OK, alors la boutique, tu as vendu 2018 Ouais. et après. Mais là, j'ai gardé, en fait, j'avais déjà les huiles essentielles d'Otera dans ma boutique. Fait que ça faisait 1 an à peu près que je les avais. Et ce que je m'étais rendu compte, en fait, c'est que, tu sais, la boutique, je générais pas vraiment, tu sais, ça nous coûtait presque quelque chose pour faire vivre nos boutiques, bien franchement, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, moi, dans le fond, ma compagnie d'Otera allait très bien. Fait que
On vivait presque avec ça. Fait que dans le fond, j'ai gardé juste la filière d'huile essentielle et supplémentation. Et je me suis pris un petit bureau de consultation. Moi, j'ai vendu l'univers écolo. On a vendu le building commercial parce qu'on se séparait à ce moment-là. Et lui, il a fermé sa boutique. Ouais. Et les huiles essentielles, après ça, le coaching. Le coaching, tu as une spécialisation, tu as une couleur, j'imagine. Oui, c'est ça. Le coaching est arrivé, dans le fond, au début de... en 2020, début 2020. J'ai commencé ma certification en coaching PNL, programmation neurolinguistique, avec, dans le fond, c'est Marisol Michaud, le profil génie humain, spécification. C'est ça. Fait que dans le fond, fait que j'ai commencé ça. C'est venu vraiment boucler la boucle, en fait, dans toute... avec mes diagnostics. Mon diagnostic officiellement a été donné seulement à la fin de 2018 aussi. Fait que, ouais. Fait que c'est comme quasiment 2 ans après avoir quitté les forces, ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, suite à ça, tout s'est comme replacé. J'ai refait vraiment qu'est-ce que je voulais. C'est là que j'ai vraiment eu la chance aussi de le temps, parce que quand j'étais dans la boutique, il n'y avait pas de temps. Je finissais à 11 h le soir. C'était ça, vraiment, là. Fait que, ouais, puis, j'ai eu mes 2 enfants aussi. Océane, je l'ai eu pendant qu'on avait la boutique. Fait que 2 semaines après, j'étais sur le plancher avec la petite dans les bras. Il y a vraiment, ça a été un bout un peu... il me reste plus de souvenirs tant que ça, en fait, parce que j'étais tellement pas là. À ce point-là, oui. Ouais, j'étais plus là. J'étais rendue vraiment ailleurs. Fait qu'après ça, c'est comme la reconstruction. Là. 2019, la reconstruction. Là, j'arrive en décembre 2019 et j'entame ma formation comme coach PNL, où j'ai vraiment été comme clarifier qui j'étais au fond des choses dans tout, où j'ai été me chercher vraiment des outils pour aller encore plus loin pour pouvoir aider les autres. Puis là, je travaille à vraiment aider les hommes et les femmes pour atteindre l'immunité au surmenage. Ben oui. Ben oui. Ben en ouais. fait, ce qui est de merveilleux, c'est que c'est assez universel. Hein? Il n'y a pas grand monde qui ne lève pas la main sur au moins un point. C'est comme... Oui, c'est ça. Et puis, je veux juste savoir, en fait, 2018, tu as dit tantôt la bipolarité. En fait, quel impact ça a eu d'une part que tu le saches et quel impact ça aurait eu si tu l'avais eu avant? Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses, que ce soit nommé il y a 10 ans plutôt qu'il y a 2 ans, dans ton cas? Et puis en plus, ça a été nommé parce que j'ai poussé pour aller me chercher un diagnostic. Parce que sinon, il ne m'envoyait pas nécessairement voir un psychiatre là, encore. Fait que, ben, je dirais que quand j'avais l'intention d'aller voir le psychiatre, je voulais comprendre. Encore là, j'étais encore dans mes boîtes. Je veux comprendre, très cartésienne. Donc, je m'en allais là avec un soupçon de TDAH et peut-être stress post-traumatique de ce que j'ai vécu nécessairement dans les forces et mon événement du suicide dont j'ai parlé tantôt. Fait que c'était avec cette optique-là que je m'en allais là, puis finalement, elle me sort bipolarité. Je suis comme, what? C'est quoi ça? Et qu'est-ce que ça change? Parce que je ne suis pas très familier, je t'avouerai, avec le diagnostic. Je comprends que les hauts sont hauts, les bas sont bas, puis que ça vire vite, c'est ça? En fait, c'est que ben oui, il y a des hauts, puis dans le fond, après ça, tu t'en vas en bas, c'est automatique. Parce que dans le fond, un coup que tu as brûlé toute ton énergie, tu sais, quand on est en high comme tel, tu vas dormir moins, tu vas parler vite, tu vas avoir plein d'énergie. Tu sais, souvent, on voit ça chez les artistes beaucoup, parce que, tu sais, ils vont écrire pendant une nuit entière, tu sais, des espèces de comportements pas routinier, mais c'est souvent ça. Là. Mais c'est ça, fait que dans le fond, on a des highs, puis après ça, on tombe en down. Moi, c'était de l'hypomanie que je faisais, fait que c'est bipolaire, mais type 2. Fait que c'est quand je suis fatiguée, je tombe en full énergie.
tout va bien, tout est comme, je dors presque pas, puis je peux vraiment aligner beaucoup de tâches. Quand je suis en high, j'avais un TDAH. Fait qu'il était là, le TDAH. Mais tu sais, Puis après ça, t'étais le genre d'ami qu'on invitait dans un long déménagement. Là. Fait que quand tout le monde exact, crashait, toi, tu te mettais sur le party. Là. genre. Ben, j'étais une Calme. très bonne fille de party, moi, là. Hey, tu devais pas être tuable. Ben, c'est ça. J'étais pas tuable. Exactement. C'est carrément ça. Par exemple, quand je tombais, ben là, tu sais, je sortais pas, j'étais chez nous, j'étais déprimée. Ouais. Parce que c'est pas juste sur l'énergie que ça joue, c'est sur les pensées aussi. Fait que, tu sais, quand tu es en high, souvent, tu vas être j'ai des pensées, je peux changer, changer le monde. Tout le monde le fait à tous les jours, mais tu sais, je peux. Genre, tout est comme. Tu vas transporter des montagnes, tout est possible dans ta tête. Puis là, genre, le lendemain, tu as la même situation devant toi, puis là, genre, tu n'es plus bonne à rien. Tu ne sers à rien, il n'y a rien qui marche quand c'est toi qui es dedans. Fait que là, tu as toutes les autres pensées là, qui embarquent. Fait que, ça, ça c'était dur quand je ne le comprenais pas. Mhm. Parce que, quand tu n'as pas de conscience que c'est ça qui se passe, ben, tu peux pas. Maintenant, je le vois arriver, puis je le switch parce que j'ai appris à le faire. Fait que ça n'existe plus. Okay. Mais Ouais. j'ai l'impression qu'on l'est tous quand même un peu. Hein. Oui, ben c'est sûr, parce que, puis tu sais, des fois, tu as certains diagnostics qui ils ont ce genre de comportement-là au niveau des pensées, auto-sabotantes, mais en tout temps, Ouais. mais ils ont eu une conscience que c'est pas normal, tu sais. Souvent, c'est ça, toi, tu vis juste ta perception puis ta réalité, tu n'as aucune idée qu'est-ce qui est pas normal ou non. Fait que, Ouais. Et ça, j'imagine que ça fait évidemment partie de la vie d'une autre, là, quelque part. T'en as parlé, oui, évidemment. ouais. Dans le livre, à quel moment tu le situes? Tu sais, s'il y a le début, la moitié, la fin, mais en fait, tu sais, dans quel tiers tu l'abordes? Euh, je commence à en parler peut-être au tiers. OK, Ouais, quand au même. tiers. Ouais. Parce que dans le fond, la vie d'avant, c'est plus des faits. Il n'y a pas de senti nécessairement relié à ça. Puis après, après ça, il y a comme la chute. Genre, il y a mon fond que j'ai pas abordé ici. C'est correct. Non, honnêtement, tu as réussi à t'en sortir et je suis assez délicat pour savoir que quand une personne plonge pas, je la fais pas plonger. Ouais, Les gens auront la chance de le découvrir en faisant la lecture. ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, après ça, ça, c'est vraiment un gros morceau, en fait, dans le livre aussi. Là, tout ce qui s'est passé, c'est vraiment romancé. C'est pas juste un récit, cette partie-là. C'est vraiment, prends le téléphone, tout ce que je vis, comment je le vis dans ma tête, tout ça. Puis par la suite, là, tu as toutes les remises en question, la reprise de la vie, comment. Mais c'est vraiment comme vous le vivez dans ma tête, là. Comment c'est écrit. Là. C'est pas genre, ah, elle a fait ça, c'est vraiment, vous êtes dans ma tête. Fait que les remises en question, les relations aussi, j'ai abordé quand même les relations interpersonnelles, amoureuses là-dedans. J'ai été brasser les gens aussi dans tout ça, avec peut-être ma bipolarité, c'est correct. Puis par la suite, on arrive à la fin, là, on n'est vraiment plus à la même place. Là. À la fin, on est vraiment dans apprendre à s'aimer soi-même. C'est quelque chose qui n'était même pas possible pour comme le premier tiers, moitié de livre. Ça ne pouvait même pas exister. Là. Fait que Okay. c'est vraiment un livre très de transformation. Ouais. Tu vois, ça met super bien la table parce qu'on arrive dans la portion de l'entrevue. J'ai toujours les trois questions, mais mes trois questions chouchou, celles que j'aime poser aux gens. Et tu vois, je les ai posées à des gens de tout âge. En fait, non, c'est pas vrai. Je pense que tu es la plus jeune. Ah Tu es oui, la pour plus vrai? jeune. Oui, tu es la plus jeune. Jusqu'à maintenant, tu es la plus jeune. Yay! Alors, j'ai hâte de voir dans la bouche d'une jeune femme, en fait, comment tout ça va se placer.
Et j'ai aussi posé ces mêmes questions-là dans 2 webinaires que j'ai faits sur l'écriture la semaine passée. Ça a été mes 2 questions pour sortir les gens un peu du cadre un peu plus cartésien dans lequel on était, puis je voulais les faire voyager. Et tu sais, on a la chance quand on fait des webinaires comme ça sur Zoom, euh, d'assister, de voir les gens. Et je t'avouerais que c'était très touchant pour moi de les voir vivre parce que ça doit être qu'un exercice de 5 minutes à l'écrit qu'on faisait. Ça brasse des choses. Bon, toi, tu as la chance que je t'en ai parlé avant qu'on entre Ouais, en onde. mais je me Alors, dis que je regarde pas mes réponses, puis j'y vais avec le OK, feeling du moment. OK. Alors, on s'amuse. On s'amuse. Si dans quelques minutes, lorsqu'on aura terminé l'entrevue, ça sonnait à la porte chez toi et que, évidemment, dans toute ta belle énergie, tu allais ouvrir la porte et que là, tu te retrouvais devant la petite Lucie qui a, écoute, est-ce qu'elle a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Moi, je ne le sais pas, mais toi, tu le sais. Mhm. Et que cette petite Lucie-là, évidemment, tu l'invitais à entrer chez toi, que vous vous installiez au comptoir lunch, à la table à manger ou au salon, que tu lui offrais un chocolat chaud et que là, vous preniez le temps de parler ensemble. Et que ce soit une discussion d'1 heure, de 2 heures, d'une semaine, écoute, d'1 an, ça t'appartient. Et qu'à la fin de ce tête-à-tête privilégié, elle retournait, elle, dans la cour d'école et que là, toutes ses petites amies venaient la voir et qui lui disaient Pipi, elle est comment, la grande Lucie, tu sais? Alors, qu'est-ce qu'elle aurait à leur raconter sur toi? Mais en fait, on ne serait pas resté assis à jaser. On aurait fait des affaires d'enfants. Ah, OK. Fait qu'on aurait joué par terre, on se serait bousculé, on aurait trippé, on aurait roulé, on aurait été jouer dans la neige. Euh, tu sais, puis elle aurait eu vraiment beaucoup de plaisir, en fait. Ouais. Parce que là, est-ce que c'est la même. Parce que là, la petite Lucie dont tu me parlais tout à l'heure, c'est une petite Lucie qui est un peu plus coupée de ses Ouais. émotions. Comment, comment elle aurait accueilli de voir toute cette étincelle-là qu'il y a dans tes yeux? Est-ce qu'elle aurait compris que c'est possible? Est-ce qu'elle aurait été capable d'emmagasiner l'information puis de bien la vivre? Ben, tu sais, elle a peut-être été modifiée aussi avec le temps, là, mais là, la petite Mhm. Lucie de 5 ans, c'est une petite fille qui trippe, là. Tu vois, ça, là, les gens qui nous écoutaient, là, ce que Lucie vient de nous dire là, c'est que c'est merveilleux. Euh, on peut tous fermer nos yeux puis se revoir à un moment précis de notre vie dans notre jeunesse, puis on a l'impression que cette perception-là qu'on a de l'enfant qu'on était, elle est figée dans le temps puis qu'elle doit rester. Là, Non, ce que ma pétillante invitée vient de nous dire, c'est qu'au contraire, cette petite personne-là, elle se transforme au même rythme où on se transforme en grandissant, tu sais, et on vient refaçonner son histoire. ouais. Tu es la première à le dire, Lucie, et tu es la plus jeune. Je trouve ça merveilleux. Parce qu'on a la capacité, puis même en revivant nos souvenirs, puis avec l'écriture, c'est exceptionnel, on a la capacité de modifier. Parce que si tu vas aller sortir le négatif, puis expier tout ça, il va rester juste qu'est-ce qu'il y avait de beau, là, en fait, avec ça. Puis on change nos souvenirs. On pourrait écrire, mettons, un souvenir qu'on a fait la semaine passée, puis le réécrire dans 10 ans, il ne serait pas pareil parce qu'on a changé toute notre perception du monde, toutes les nouvelles affaires qui sont arrivées. Fait que tout se modifie, fait que la mémoire se modifie. Puis là, je sors rien de. Je peux vous envoyer des choses scientifiques là-dessus. Alors, je t'avouerais que j'ai la chance d'avoir une communauté qui est habituée d'entendre. Alors, ils vont être capables de recevoir, là, on pitch personne OK, à terre, d'accord. mais c'est donc bien une belle perle de sagesse venant d'une jeune personne. Euh, Merci. Maintenant, si la mamie Lucie, euh, puis là, ben, juste à le voir, c'est clair qu'elle va vivre vieille. Alors, la mamie Lucie a 115 ans. Qui va se retrouver sur son lit, et là, c'est lugubre, mais ce n'est pas, mais qui va se retrouver sur son lit de mort et juste avant le grand souffle, le dernier, celui qu'on prend avant de se laisser aller, si on lui offrait la chance de faire un bond dans le temps, un dernier tête-à-tête avec toi et qu'elle venait à ta rencontre aujourd'hui en 2021. Alors, qu'est-ce que mamie Lucie, elle aurait à dire sur les prochaines années que tu auras à vivre et qui se trouvent devant toi, là? T'as aucune idée de ce qui t'attend. C'est parfait. Puis je trippe. Je suis rendue que j'aime l'inconnu parce que l'inconnu, c'est aussi des infinies possibilités, en fait. Fait que Mhm.
amenez-en. C'est comme, il n'y a pas... Ouais, fait que c'est ça. Fait que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. C'est parfait. Ce qui implique qu'au moment où elle retournera et qu'elle partira, elle va partir sans regret non plus, j'imagine. Ben non, parce que je pense que même si je partais demain matin, j'aurais aucun regret. C'est super. C'est moi la plus jeune, oui. Moi, j'invite plus de jeunes, t'es trop zen. Non, c'est pas vrai. Mais, et ça, c'est tellement pas une question d'âge de toute façon, là. Ah, c'est ça. Il y en a qui, en très bas âge, ont déjà vécu la vie de 8 personnes, là. Ah oui, c'est ça. Et tu sais, dans ton cas, ça a été un parcours, mais tu sais, mon frère a une petite cocotte, en fait, Ariane, qui, elle, a eu un cancer très jeune. Et elle a survécu, tu sais, elle est en rémission, mais cette phase-là dans la maladie lui a fait faire un bond de 10 ans, là. C'est Quand ça. elle nous regarde, on ne regarde pas un enfant de 8 9 ans. Et quand, même pendant la maladie, quand elle s'adressait à ses parents, on se disait, merde, on dirait qu'elle a 30 ans, tu sais. Alors, c'est ça. C'est pas l'âge qui définit la maturité ou la richesse du parcours, là. Non, c'est ça. Et là, il y a un lancement de livre qui s'en vient. Oui, La date officielle déjà? 27 mars, 19h30. C'est un lancement en ligne dû aux conditions, bien sûr, mais qui permet en fait d'être vu partout dans le monde. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Donc, c'est le lancement du livre La vie d'une autre, présenté par Finexia. Et on en fait un lancement bénéfice pour l'étoile pédiatrie sociale qui est pour les enfants qui sont plus vulnérables. Donc, le lancement est totalement gratuit, mais on fait appel à la bienveillance des gens, bien sûr, pour donner des fonds à l'étoile. Il va y avoir un humoriste, Martin Turgeon, humoriste, qui va faire un numéro sur la santé mentale. Jean-Simon Brisebois, poète urbain à Montréal, qui a un super bagage aussi au niveau souffrance et santé mentale, qui est rendu à son 10e recueil de poèmes de publié, qui va venir nous réciter quelques poèmes. Il y a aussi Julie Normandin, qui est l'animatrice de cette superbe soirée. Il y a moi qui va parler, bien sûr. Et il manque... Ah oui, il y a de la musique. On a un hommage à Cranberries du groupe Salvation. Puis c'est ça, je fais référence aussi à Dolores, en fait, là-dedans, dans le sens qu'elle était bipolaire. Fait que c'est vraiment un lancement sur la santé mentale pour ramasser des fonds. Ouais. Wow. Et ton livre, là, le lancement officiel est au mois de mars, mais ton livre, on peut déjà l'acheter? Oui, on peut l'acheter sur le site vertmonessence.com. Donc, VERTMONESSENCE. J'ai mis VERT parce que je faisais référence à mon côté écolo encore. Mais oui, quand vous allez sur le site, en fait, vous allez avoir la vidéo du livre, vous cliquez sur précommander et vous allez avoir les options, soit le lancement seulement, puis vous pouvez toujours ajouter les dons pour l'étoile, c'est vraiment simple. Vous avez le livre audio, le livre numérique ou le livre papier. Les livres vont être shippés début avril. Donc, ouais, simple comme ça. De toute façon, pour pas que personne ait de notes à prendre, faites-vous-en pas. Je vais mettre les notes sous Oui. la présente entrevue. C'est super facile. Vous serez qu'à un clic. Maintenant, pour les semaines, les jours, les semaines, les mois et les années à venir, si on avait une chose, tout le monde à te souhaiter, qu'est-ce que ce serait? On dirait, je ne sais plus. J'ai écrit des affaires là-dessus tantôt, mais je pense que non, mais c'est ça, c'est pas ça. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment d'avoir du plaisir. Je reviens à ça. D'avoir du fun, du plaisir, de triper avec mes enfants. Puis, je pense que je le fais dans mon travail aussi. C'est que dans le fond, j'accepterai plus. En fait, c'est ça que tu me souhaiterais. De ne plus accepter de ne pas être complètement aligné avec ce que je fais. C'est ça. C'est ça. Fait que peu importe ce que je fais, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. Et je te faisais la confidence, je me souviens plus, je pense que c'était au moment où tu m'interviewais, mais que dans un monde comme celui où on est là, où l'image est tellement, mais tellement importante, alors on voit des gens sur des photos figées qui ont l'air heureux.
j'ai eu la chance de voir sur ta page Facebook il y a une semaine ou deux un live que tu faisais. Et à un moment donné, ta petite cocotte est arrivée à côté de toi, elle avait un toutou dans les mains, elle parlait par-dessus toi, elle te coupait, tu sais, et une personne qui n'aurait pas été entière, qui n'aurait pas été alignée, aurait feinté et aurait trouvé une façon d'écarter son enfant, alors que tu l'as laissé rentrer dans le jeu, tu l'as intégré dans l'énergie et on a vu à quel point la Lucie avec laquelle je parle là, ben, en fait, et la Lucie qui est maman maintenant, ben, c'est la même Lucie, tu sais, et que tu le fais avec la même légèreté, avec le même plaisir. Et ça, ben, c'est tout à ton honneur. Alors, on va effectivement te souhaiter de rester sur ce chemin qui Oui, semble très, très, très bien te faire. oui, merci. Alors, Merci écoute, à ma toi. chère, je te souhaite un lancement à la hauteur de tes espérances, des ventes de livres à profusion, des contributions très significatives aussi à ta gang de l'étoile. En fait, l'étoile, comment tu l'as appelé tout à l'heure? L'étoile pédiatrie sociale. L'étoile Oui. pédiatrie sociale. Alors, l'appel que je vous lance, ben, c'est ça. Alors, oui, on achète un livre à Lucie, mais oui aussi, on contribue à la cause. Et on aura peut-être la chance de se rejaser dans quelques mois. Alors, un grand merci pour tout ce temps que tu as pris avec nous aujourd'hui, Lucie. C'est moi qui te remercie de me permettre ça. Et on se revoit très bientôt. Merci. Gros câlin. Bye! Bye bye.